Actu Météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. La route de secours du Chambon a ouvert ce mardi vers 16h. Les riverains attendaient une solution depuis le 10 avril dernier. C'est pour eux un immense soulagement, mais cette piste transformée en route n'est accessible pas à tous les véhicules. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, a annoncé une journée de fermeture exceptionnelle des services municipaux pour sensibiliser les Grenoblois à la situation économique de leur ville. Ce sera demain. La cause principale, les baisses de dotation de l'État qui pèseraient gros sur le budget 2016. Éric Piolle est l'invité de ce journal. Et puis nous plongerons dans l'univers intense et foisonnant de Georgia O'Keeffe. Le musée de Grenoble consacre une exposition à cette icône de l'art moderne américain, connue notamment pour ses agrandissements de fleurs. L'exposition présente aussi des photos d'artistes qu'elle a côtoyés. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale dont voici les titres. Et la Tunisie frappée une nouvelle fois par le terrorisme. Un attentat a visé un bus de la sécurité présidentielle dans le centre-ville de Tunis. Il y a au moins 6 morts et des blessés. Et puis ménage, garde d'enfants, aide aux personnes âgées. Le secteur des services à la personne peine à recruter. Les professionnels réunis à partir de demain pour leur salon parisien rappellent que 75 000 emplois sont à pourvoir. Il l'attendait depuis 8 mois. L'ARS 1091 est enfin ouverte depuis 16h cet après-midi. RS pour route de secours. Cette voie permet à certains véhicules de pouvoir aller dans les Hautes-Alpes depuis l'Isère. La route principale est fermée, vous le savez, depuis l'effondrement et la fermeture du tunnel du Chambon. Reportage Grégory Lespinasse et Dominique Bourget. 14h, les ouvriers donnent les derniers coups de peinture avant l'ouverture. Et déjà, les premiers véhicules stationnent avec une certaine impatience. On est bien content qu'ils aient refait une route pour rejoindre la Grave et pouvoir faire notre hiver tranquille. Voilà, on est bien content de ne pas faire le tour par Gap, donc c'est super. C'est bien, mais j'aurais pas voulu être le premier à cette époque-là. Il aurait fallu qu'elle ouvre bien plus tôt et que nos politiques réagissent bien avant et qu'ils s'aperçoivent que il y a des gens qui habitent derrière le Lotaré et qui ont souffert énormément. Donc je pense surtout à eux, honnêtement. J'espère qu'ils vont être contents et qu'ils vont pouvoir revivre et au moins passer un bon hiver. Après 5 mois de travaux, les premières voitures s'élancent enfin sur cette voie tant espérée. Les usagers attendaient cette ouverture. Ils nous voyaient travailler depuis plusieurs mois. Ils se posaient pas mal de questions quant à la date d'ouverture. On a pu leur répondre qu'on arriverait à ouvrir largement avant l'hiver. On avait du mal à donner une date fixe parce que c'était un chantier quand même soumis à pas mal d'aléas. C'est vrai que la route est petite, là. Pour se croiser, il faut aller doucement. Au même moment, de l'autre côté du lac, les habitants des villages de la Grave et de Villard-d'Arène retrouvent, eux, le chemin vers l'Isère. C'est un vrai soulagement. Ça fait vraiment du bien. C'est juste parfait. Pour tout, pour la vie, pour nous au garage, on va reprendre une activité à peu près normale. Cette piste, il va falloir faire attention parce que c'est des conditions hivernales, mais ça va vraiment être de la balle. Prévue pour supporter un trafic de 100 véhicules par heure et par sens, cette route restera néanmoins une voie de secours. Ni les camions de plus de 3,5 tonnes, ni les cars ou les camping-cars ne pourront circuler en attendant la construction de la future route sur l'autre versant, mais pas avant fin 2016. Justice, nous sommes dans la 4e semaine du procès des meurtres de Kevin et Sofiane devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère. Une semaine consacrée essentiellement à l'audition des témoins des rixes successives. Et ce matin, ce sont les protagonistes de la première bagarre à l'origine de l'engrenage mortel qui ont témoigné. Reportage Jean-Christophe Solari et Vincent Abran. Ce fut un moment difficile, mais libérateur ce matin pour Wilfried Noubissi, ici de dos. Le moment de revivre cette journée fatale où son grand frère Kevin a perdu la vie. Wilfried a raconté cette bagarre brève dans le quartier des Granges avec Abou Cissé, ce jeune de la Villeneuve qu'il connaissait à peine. Un mauvais regard et quelques coups de poing échangés. Et puis l'engrenage, inacceptable, incompréhensible pour lui et sa mère. Ils se sont cherchés tous les deux quand même. Je veux dire Wilfried et Abou Cissé. Mais rien ne peut justifier, je le redis, ni un regard de travers, ni des petites, ce que j'appelle la guerre des boutons, qu'on a tous connu les garçons, vous aimez bien vous montrer par ni les carences éducatives ou affectives qui ont été évoquées pendant les 2 semaines
de procès pour justifier. Rien ne justifie qu'on arrache la vie à 2 jeunes gens. Abou Cissé a lui aussi livré son récit ce matin et son statut de témoin dérange les avocats de la défense. Au cours de l'instruction, il a d'abord nié, puis a reconnu avoir été présent lors du lynchage, mais il n'a pas été confondu par les déclarations des accusés. Dans ce dossier, il y a 2 accusateurs. On sait qui c'est, et grâce à ces accusateurs, certains sont renvoyés, d'autres ne le sont pas. C'est-à-dire que ceux qui font la loi, ce n'est pas le parquet, ce n'est pas le juge d'instruction, ce sont 2 accusateurs qui, au fil de leur caprice, vont dire « lui, il y était, il n'a rien fait »,« lui, il y était, il a fait ». Et même lorsqu'ils se rétractent, on revient sur leur déclaration initiale. Et malheureusement, dans beaucoup d'affaires, on sait qu'en réalité, tous les auteurs des faits n'ont pas été appréhendés. Et puis il y a des gens qui étaient sur place, dont la Cour a estimé, la Chambre de l'instruction, que bien qu'ils soient présents, on ne pouvait pas leur imputer des actes positifs et qu'ils ont bénéficié de non-lieu. Toute la semaine, la Cour d'assises des mineurs entendra des témoins pour tenter de comprendre les ressorts de cette violence croissante avant d'interroger lundi les 12 accusés. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. 4 perquisitions administratives se sont déroulées la nuit dernière dans l'agglomération de Grenoble et ce toujours dans le cadre de l'état d'urgence. Des carabines ont notamment été découvertes. Plus d'informations sur notre site alpes.france3.fr. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, les sociétés de sécurité privées sont très sollicitées. Une présence renforcée de vigiles est réclamée par les entreprises qui accueillent du public ou sur des sites industriels sensibles. Une demande qui devrait encore s'accroître après les récents attentats parisiens. Illustration à Chambéry avec le reportage de Xavier Schmitt et Franck Serroni. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu là ? 2. Donc je relis. Dans le Stage de formation des agents de sécurité. 8 hommes et femmes préparent le certificat de qualification professionnelle. La formation de base se déroule sur 4 semaines, 140 heures qui peuvent être complétées par des spécialisations, hormis la menace terroriste. Aujourd'hui, la formation de 140 heures permet d'appréhender de manière globale l'ensemble des facettes, aussi bien techniques, juridiques, du métier d'agent de sécurité. L'essentiel du métier d'agent étant avant tout de la surveillance générale qui ne nécessite pas de cette spécialisation particulière sur le terrorisme. Depuis les attentats du 13 novembre, les demandes d'agents supplémentaires se multiplient. 10% de personnel en plus dans ce groupe qui comptait 400 employés. Un renfort comblé par le recrutement ou les heures supplémentaires. Dans ce grand centre commercial, le nombre de vigiles a été triplé. Ils filtrent en priorité les entrées avec un contrôle aléatoire des sacs. Ils n'ont pas le droit à la fouille, mais ils peuvent interdire l'accès. Si le client refuse, à savoir qu'il peut refuser, l'agent en place peut refuser aussi son accès au GIE Champ Nord dans la galerie marchande. Ça, c'est prévu par le Code de sécurité intérieure. Tout à fait, actuellement qu'on a reçu par la préfecture et en consigne en plus par la direction de la galerie marchande. Plus de 80 magasins sont regroupés ici. Ils attirent jusqu'à 30 000 clients par jour. On se devait, nous, comme pas mal de centres commerciaux, d'avoir un apport de renfort au niveau de notre service sécurité à nous, voire aussi au niveau de la police nationale qui nous aide bien. Les agents de sécurité sont agréés par un organisme dépendant du ministère de l'Intérieur. Il annonce une évolution pour prendre en compte la menace terroriste. On ouvre une page politique à présent dans ce journal avec un mot des élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre prochains. On s'intéresse aux résultats d'un sondage réalisé par le cabinet Ellab. Au premier tour, la liste Wauquiez, les Républicains UDI-Modem arriverait en tête avec 30% des intentions de vote, contre 27% pour celle du socialiste PRG Jean-Jacques Queyranne, qui devancerait d'un point la liste du Front National, conduite par Christophe Boudot. Au second tour, les listes Queyranne et Wauquiez sont toujours au coude à coude, créditées de 37% des intentions de vote, chacune devant celle du Front National, 26%. À Grenoble, la journée choc annoncée par le maire de Grenoble pour protester contre la baisse des dotations de l'État aura bien lieu demain. Le recours du socialiste Jérôme Safar a été rejeté par le tribunal administratif. Alors avant d'en parler avec mon invité, Éric Piolle, on regarde en détail ce qui va donc être ouvert ou fermé demain avec Aurélie Massé. Cette journée d'action pour la défense du service public touchera la majorité des bâtiments communaux. Mairies, bibliothèques, piscines, musées, mais aussi crèches dont les portes resteront closes. Il n'y aura pas d'ATSEM dans les écoles et par conséquent pas de périscolaire.
L'école fonctionnera, mais les garderies avant 8h30 et après 11h30 ne seront pas assurées. Au final, seuls 2 services dérogeront à cette journée morte, ce qui assure une mission de sécurité et d'hygiène. Ainsi, la police municipale sera bien présente. Et puis les maisons de retraite, l'aide d'urgence, les soins et la restauration à domicile ne seront pas impactés non plus. Dernière précision, même s'ils n'accueilleront pas le public, les agents municipaux continueront à travailler en interne. Ils ne sont pas à l'origine de ce mouvement. Un mouvement que le maire de la ville, Éric Piolle, explique dans une lettre adressée aux Grenoblois et que chacun devrait recevoir aujourd'hui ou demain dans sa boîte aux lettres. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille le maire de Grenoble, Éric Piolle. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Alors on l'a entendu, les agents seront présents, mais donc ne seront pas au contact du public. Qu'est-ce qu'ils feront exactement ? Ils feront un peu comme quand la caisse d'allocation familiale ferme ses portes au public pour récupérer des dossiers. Donc ils travailleront sans être au contact du public. Et vous serez sur le terrain ? Et nous serons sur le terrain pour expliquer cette démarche, expliquer aussi la situation financière de la ville, que l'on ait ce débat de vérité, ce débat de responsabilité, ce débat démocratique. Démocratique, pourtant vous avez pris cette décision sans vote au sein du conseil municipal. Pour quelle raison ? C'est une décision administrative qui me revient. Et donc nous avons fait le choix de faire cette journée après les actions de l'Association des maires de France, qui étaient déjà fortes et nombreuses en septembre, certaines sous cette forme-là dans d'autres villes. Il nous revenait d'avoir ce discours de vérité auprès des Grenoblois pour aussi se projeter dans un message positif. Nous sommes la ville de plus de 100 000 habitants la plus en difficulté, mais nous avons une capacité de rebond avec un service public qui est cohérent, qui est efficace, qui est reconnu, des habitants qui y sont attachés. Des habitants à qui donc vous avez écrit, vous leur demandez dans cette lettre que vous écrivez que vous comptez sur les Grenoblois. C'est pour faire quoi ? Eh bien parce que ce service public, il n'est pas magique, hein. Il est fait d'hommes et de femmes, c'est du bien commun, c'est le patrimoine de nous tous, c'est le patrimoine en priorité de ceux qui n'en ont pas d'autres. Et donc nous devons aussi interagir avec les habitants pour redéfinir les besoins et pouvoir repositionner ce service public avec non mais concrètement, vous leur demandez de l'argent, gérant je sais pas, la pénurie financière inouïe vous comptez qui est sur là. les Grenoblois, mais pour faire quoi ? Pas pour demander de l'argent, puisque de fait, nous avons fait le choix, à la différence de l'immense majorité des grandes villes, de ne pas augmenter les impôts. Les impôts à Grenoble sont les plus élevés des villes de plus de 100 000 habitants. C'est pour nous une mesure sociale que de ne pas augmenter ces impôts, car ils sont les moins liés aux revenus et qu'en plus, il y a une disparité dans la ville sur ces taxes foncières et taxes d'habitation. Est-ce que c'est pas un coup de com', Éric Piolle ? Est-ce que c'est pas un coup de pub ? Un enjeu là, on parle de Grenoble dans tous les démocratique. médias. Vous êtes là ce soir. Est-ce que c'est pas un coup de com', ça ? Ce que vous faites ? Non, c'est pour nous un enjeu démocratique. Échanger avec la population sur la situation financière réelle de cette ville, qui est le fruit à la fois de la baisse des dotations de l'État, 9% de nos recettes de fonctionnement, et qui est aussi le fruit d'une richesse des services publics à Grenoble, et aussi le fruit d'une incapacité ces 15 dernières années à mettre en place une métropole comme ça a été mis en place ailleurs, et aussi, il faut le dire, le fruit depuis 2008, même après la crise financière, d'une majorité socialiste qui a préféré s'augmenter de 25% ses indemnités, qui a préféré dépenser des millions pour la candidature aux Jeux Olympiques d'hiver avec le succès que l'on sait, qui a continué et accéléré des projets d'envergure un peu mégalos. Merci beaucoup, en tout cas, Éric Piolle, d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci à vous. Merci infiniment. Il milite pour une exploitation publique du CEVA. Aujourd'hui, des cheminots suisses et français ont manifesté devant la gare des Eaux Vives à Genève. La ligne qui doit relier Annemasse et Genève doit entrer en service dans 4 ans. Mais les salariés s'inquiètent déjà de son futur mode de gestion. Explication Cédric Picot, Christian Mathieu. 4 ans avant l'ouverture de la gare des Eaux Vives, les cheminots se mobilisent déjà pour le CEVA. Suisses et Français s'inquiètent d'une éventuelle gestion privée de la future ligne transfrontalière. Les éléments qui ont été donnés au dernier conseil d'administration nous inquiètent puisqu'ils font état de plusieurs propositions, mais notamment la création d'une filiale 100%, qui serait 100% de droit privé et qui pourrait progressivement et très rapidement sans doute se transformer en une entreprise ferroviaire dédiée au Léman Express.
Le CEVA, c'est une ligne de 16 km qui va relier Annemasse à Genève. Ce chaînon manquant va permettre la mise en place du Léman Express, un vaste réseau de trains de banlieue qui va irriguer le bassin genevois. Les syndicalistes adhèrent au projet pourvu qu'il reste un service public. On voit en France, dès qu'il y a l'ouverture à la concurrence, l'offre est moins bonne, les tarifs augmentent. Et évidemment, par exemple, il y a des gains de productivité qui s'accélèrent. La suppression des contrôleurs dans les trains, la déshumanisation des gares, ça veut dire on remplace les vendeurs par des guichets, par des automates. Crainte d'un dumping social, de la dégradation des conditions de travail et de la sécurité des transports. Les arguments portent chez les cheminots des deux côtés de la frontière. Pour eux, la future ligne doit être exploitée par des agents de la SNCF et des chemins de fer fédéraux suisses. Les collègues de la SNCF, ça serait bien conduire les trains avec un certain nombre d'heures, avec un certain salaire, de même que les Suisses savent le faire. Et pour nous, ça semble la manière la plus simple. Chacun garde ses conditions de travail et dans le fond, il est détaché sur ce réseau de Léman Express. La ligne franco-suisse doit entrer en service fin 2019. D'après la SNCF, ses modalités d'exploitation sont toujours en cours d'élaboration. À la veille de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, une rencontre était organisée aujourd'hui à Chambéry par l'association SOS Femmes Violences. L'occasion d'un triste constat pour Rhône-Alpes, notamment dans le top 5 des régions où l'on compte le plus de victimes. Fabrice Légard, Didier Albrand. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Le son d'une barbarie conjugale avant le choc de l'image. Les violences faites aux femmes, on en parle depuis longtemps. On les montre parfois, mais on les ignore encore, souvent. Pourtant, le constat n'a jamais été aussi alarmant. En France, où le 3919, la ligne téléphonique ouverte aux paroles des victimes, a vu son nombre d'appels doubler en un an. En Rhône-Alpes, épinglé parmi les 5 régions les plus violentes du pays. En Dauphiné-Savoie, enfin, où comme partout, l'escalade est sans fin. Les violences sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves. C'est-à-dire qu'on constate sur les victimes qui sont reçues dans les hôpitaux que les armes blanches sont maintenant utilisées. C'est-à-dire que les violences physiques sont de plus en plus graves et nous notons également une recrudescence de décès d'enfants. Ils sont au nombre de 35 en 2014. En 2011, ils étaient moins. Il n'y en aurait qu'un, ça serait déjà de trop de toute manière. Parmi les 250 éducateurs, psychologues, médecins réunis aujourd'hui à Chambéry, une femme est venue pour témoigner. Le témoignage d'une vie, ou plutôt d'un concentré des 1001 violences faites aux femmes, et avant cela, à une enfant femme. Abandonnée par son père, rejetée par sa mère, violée par son beau-père avant de sombrer dans la drogue et la prostitution. Voilà. Souvent, quand on souffre, quand on a une blessure, quelle qu'elle soit, on pense qu'on vaut rien, on veut pas embêter l'autre, on a peur que ça se répète. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se donner à soi-même, c'est de faire un pas. Mais ce pas, même si un jour on nous claque la porte au nez, c'est-à-dire je fais toc-toc à une porte pour demander de l'aide, je ne l'ai pas. Et c'est là où il ne faut pas désespérer. Et c'est ça qui est important, ne pas lâcher jusqu'à l'autre porte pour de nouveau faire toc-toc. Il arrivera un moment donné où on trouvera les personnes de ressources qu'il nous faut. Aujourd'hui, formatrice professionnelle d'adultes dans les prisons pour femmes notamment, Laurence fait partie des trop rares cris dans la nuit des violences faites aux femmes, des quelques lueurs d'espoir aussi qui font encore croire en l'homme. Suite de notre série consacrée aux derniers travaux dans les stations avant le coup d'envoi de la saison. Direction ce soir Courchevel. La station savoyarde a construit un centre aquatique, un immense complexe qui offre de nombreuses activités, parfois insolites, surtout en montagne. Présentation signée Denis Vigneault-Duguay et Jean-Pierre Rivet. C'est sans doute l'un des projets les plus ambitieux de ces dernières années. Le nec plus ultra des activités liées à l'eau. Le tout dans un paquebot de 15 000 m². Un immense temple aquatique. Une dizaine de bassins, deux hammams, trois saunas, une garderie, un espace aqualudique, un espace aqua-wellness, une balnéo, dans laquelle les gens pourront faire des soins d'eau, mais également des modelages du monde. À cela s'ajoutent des espaces de snacking, de restauration, de tisanerie et même des boutiques. Mais ce qui distingue Aquamotion des piscines ordinaires, c'est sans aucun doute sa vague de surf. Un bassin de 90 m² dans lequel des pompes puissantes génèrent une vague sur laquelle 2 personnes évoluent dans différentes positions. Donc une position à plat comme elle est là, ou une position inclinée où elle remonte, la partie arrière remonte
Et on a une pente finalement sur laquelle le surfeur se pose et évolue sur la machine avec son propre poids, il reste statique. En fait, le surfeur n'avance pas, non. Le surfeur n'avance pas. Il peut monter un petit peu plus haut sur la machine quand elle est inclinée, descendre un petit peu plus bas. Les deux surfeurs peuvent se croiser puisqu'ils sont deux en même temps. Donc c'est très ludique. Ouais. Bassin de nage, de plongeon et de saut, pentaglisse, lagon intérieur et extérieur, piscine pour enfants et même une rivière sauvage. Ici, l'eau est partout. Une eau précieuse que l'on traite avec le plus grand respect. C'est un sujet sur lequel on est sensible à Courchevel puisque le bâtiment est alimenté en eau par les réseaux de la commune. Et donc on utilise un système de traitement d'eau qui fonctionne avec des diatomées, donc pas uniquement des filtres à sable. Et ce système permet d'économiser environ 50% du volume d'eau qui est généralement nécessaire sur ce type d'installation. Une démarche qui se veut respectable du développement durable. La chaufferie fonctionne au bois et la toiture est végétalisée. Aquamotion semble sortir naturellement de terre. Un investissement de 63 millions d'euros entièrement supporté par la mairie de Courchevel. L'idée, c'est d'avoir un produit qui, en lui-même, va faire venir du touriste au-delà de la simple dimension ski. Donc les gens viendront à la fois pour le ski et pour le centre aqualudique en hiver, mais en été et hors saison, puisqu'il restera ouvert une partie du hors saison, les gens viendront simplement pour le centre aqualudique. C'est un produit d'attractivité en soi. No water, no business. Tel est désormais le credo des opérateurs touristiques en montagne comme en plaine. À Courchevel, Aquamotion sera opérationnel dès la mi-décembre pour le lancement de la saison d'hiver. Un dîner gastronomique solidaire est organisé ce soir à Grenoble, dans les murs de l'ancien musée. Plus de 130 convives vont déguster un menu à 200 €. Les dons seront reversés à 4 associations qui viennent en aide aux plus démunis. Nathalie Rapuc, Florine Eba et Frédéric Catelin ont suivi pour nous les préparatifs. 4 kilos de truffes, 150 petites courges, 10 kilos de trompettes de la mort. De quoi faire un véritable banquet. Dans les marmites du Fantin-Latour, le chef prépare un menu pour 150 convives. Durant 2 jours, le restaurant gastronomique grenoblois a fermé ses portes pour que tout soit parfait. On ne voulait pas faire des choses toutes simples dans une assiette, quelque chose de trop basique. Donc c'est ma cuisine, donc il y a un travail sur un miroir, il y a un travail, on travaille beaucoup avec les couleurs, les volumes, et je voulais vraiment que les gens puissent voir ma cuisine. Un dîner dans un lieu exceptionnel, l'ancien musée de peinture. Les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Centre communal d'action sociale et la Banque alimentaire. L'occasion pour ces associations de rappeler que de nombreuses personnes sont dans le besoin. C'est pour inciter le monde économique essentiellement à venir nous soutenir financièrement et plus que financièrement, quoi. Par leur présence, nous encourager à continuer notre action et c'est un signe de reconnaissance aussi vis-à-vis de l'ensemble des bénévoles qui travaillent dans les associations. 200 € en échange d'une invitation. Parmi les participants, GEG, l'Université Joseph Fourier ou encore des personnalités comme Serge Papagali. Une soirée placée sous le signe de la générosité et de l'humour. On va leur vider les poches. C'est bien ça le but. Je viens pour ça. Si ça peut servir à ce qu'ils soient plus pauvres demain matin, ça sera vachement bien. À l'issue de cette soirée, 4 à 5 000 € devraient bénéficier à chaque association. Pour la première fois en France, Georgia O'Keeffe bénéficie d'une exposition qui lui est entièrement consacrée. Ça se passe au musée de Grenoble. Cette icône de l'art moderne américain, méconnue en Europe, bénéficie enfin d'une visibilité de ses œuvres. Il y a aussi les photos d'autres artistes qu'elle a côtoyés. Visite guidée avec Isabelle Colbran et Damien Borelli. Georgia O'Keeffe, une femme féminine, féministe, avant-gardiste, que l'on peut difficilement classer au sein des différents mouvements du XXe siècle. C'est une artiste, je dirais, qui à la fois, bien sûr, est perméable aux différents mouvements du XXe siècle, puisque d'une part, elle est la compagne, puis l'épouse du grand photographe et défenseur des avant-gardes qui est Alfred Stieglitz, au sein de sa galerie de 191 et de nombreuses galeries par la suite. Donc elle connaît, je dirais, les avant-gardes européennes de ce fait, mais en même temps, c'est une artiste typiquement américaine et toujours, je dirais, unique, en marge. Son travail est toujours inédit et difficilement, je dirais, associable aux différents mouvements qui ont jalonné le XXe siècle.
C'est une œuvre exceptionnelle, comme le montre le parcours, des abstractions des années 10 jusqu'aux immenses compositions de ciel des années 50, 60 et voire plus tard jusque dans les années 70, en passant par ce que l'on connaît plus, à savoir les fleurs qui semblent vues au travers d'une loupe, au travers de lentilles, et puis également ces magnifiques vues de New York qui appartiennent là également aux plus belles vues urbaines que le XXe siècle a également produit. Parcourir l'exposition, c'est se confronter à un double regard, celui de l'artiste, celui des hommes de sa vie, photographes, qui l'ont éclairée et dont elle a assimilé la vision. Le choix du musée de Grenoble a été de mettre l'accent sur la photographie et de montrer comment Georgia O'Keeffe a entre guillemets été accompagnée par la photographie moderne. D'une part parce que Stiglitz, son époux, la sensibilise à ce médium, on va dire à la fin des années 10. D'autre part, à travers les rencontres qu'elle fera, Paul Strand, Edward Weston ou bien Ansel Adams. Personnage hors du commun, Georgia nous laisse son univers intense et foisonnant, près d'un siècle de travail pour percer une œuvre qui conserve malgré tout un incroyable mystère. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale qui reviendra bien sûr sur les attentats en Tunisie qui ont fait au moins 12 morts. Demain à midi, vous retrouverez